Aujourd'hui, un client vient avec son avion dans un atelier agréé Garmin. Le revendeur Garmin va lui dire: OK, vous avez quel avion? Tiens, vous pensiez mettre ça, mais est-ce que vous avez pensé à ça et à ça? Donc l'idée, c'est de s'asseoir ensemble et de dire qu'est-ce qui est le mieux pour l'utilisateur. Allez, top départ, bienvenue sur Jumpseat pour une nouvelle rencontre avec Romain Spadini, qu'on présente plus, on ne sait plus trop. Ouais. Romain, tu es responsable Europe chez Garmin. Oui, Exactement. ouais. Et puis là, ouais, l'idée un petit peu aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu là sur un peu la communication qu'on a faite autour du GNS. Pas besoin de trop présenter les GNS 430, 530 qui ont été une révolution en soi, mais les premiers GPS comme nav, donc les premiers vraiment combo chez Garmin. On est sur un produit qui a passé les 25 ans sur le marché, plus de 25 ans. Et donc on a fait des annonces autour de la fin de vie, alors un peu des GNS. Donc c'est un peu le but de l'émission d'aujourd'hui, c'est un peu de voir quelles sont les alternatives quand on pense à remplacer son GNS 430, 530. Oui, c'est vrai qu'on l'avait annoncé sur Aérobuzz. Ouais, tout à fait. Une fin de vie plus ou moins, parce que c'est un peu indépendant aussi de la volonté de Garmin. C'est Ouais, pas tout à une fait. décision d'enlever un produit. Non, pas du tout. L'idée, c'est vraiment marché, pas hein. de créer une obsolescence programmée ou non d'ailleurs, mais pour rétablir vraiment les vérités sur le GNS 430, sur la famille des GNS. Comme je disais, c'est un produit qui a plus de 25 ans. On n'arrête pas du tout le support de ces équipements. On continue à d'ailleurs offrir des solutions de database, de mise à jour, etc. Et ça va continuer pour encore un bon nombre d'années. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que certains composants deviennent rares. On a toujours du stock de la plupart des composants de ces équipements, parce qu'on a eu, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est plusieurs dizaines de milliers de GNS qui volent dans le monde. Tout simplement, aujourd'hui, on a une première pièce qui commence à poser problème, qui est l'écran des GNS 430, de la famille des 430. Et donc aujourd'hui, si votre écran de GNS 430 tombe en panne, on va plus savoir le réparer. Alors, on sait le réparer dans certaines limites, mais l'écran complet, on n'a plus de stock, on a un stock très très limité. Et donc c'était l'idée de notre communication récente, c'était de dire attention, on ne peut pas attendre la dernière minute et dire à nos utilisateurs GNS c'est fini, on arrête tout du jour au lendemain. C'est pas l'idée. C'est justement de pouvoir proposer, de lentement penser à une solution pour l'avenir, sachant qu'on commence à avoir des problématiques sur les réparations de certains composants des GNS. Alors c'est que pour l'instant, en tout cas, que l'écran du GNS 430 qui est concerné. Est-ce que vous avez des craintes sur d'autres composants? On en a, alors je ne saurais pas dire lesquels. Je sais que ça faisait longtemps, ça fait déjà plusieurs années qu'on avait identifié la problématique sur les écrans de 430. J'ai pas d'informations sur d'autres composants, mais c'est à prévoir qu'effectivement, on risque d'avoir d'autres composants qui risquent de poser des problèmes à plus ou moins court terme. Alors, c'est quoi la différence déjà entre le 430 et le 530? C'est la un petit peu comme sur les GTN, c'est vraiment une question surtout de dimension. On avait le 430 qui était plutôt assez compact, qui a les dimensions d'ailleurs d'un GTN 650 qu'on a ici. Le 530 était un produit qui était un peu plus, qui avait une cartographie un peu plus, avec une taille d'écran plus grande. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne se partagent pas du tout la même dalle écran et qu'on n'a pas la même problématique aujourd'hui sur les 530. C'est vraiment les différences. Après, effectivement, sur le marché, c'était le premier donc combo, donc combiné GPS, com et nav. Et c'est un petit peu l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on remplace un combiné GPS comme nav. Il y a plusieurs solutions chez Garmin. Et donc voilà, c'est un peu l'idée de l'émission du jour, c'est de pouvoir voir un petit peu qui fait quoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour éventuellement remplacer son GNS. Alors, en sachant encore une fois que c'est une proposition de remplacement. Après, l'utilisateur, le propriétaire peut très bien poursuivre encore l'exploitation de son matériel actuel. Pardon, j'en perds ma voix. Non, effectivement, on ne dit pas qu'il faut absolument remplacer son GNS. On dit juste qu'on a des alternatives. Comme je l'ai dit, c'est un produit qui a plus de 20 ans. Après, ça dépend comment. Voilà. L'idée, c'est un peu de se poser la question de comment on utilise son avion, comment on utilise son avionique. Quelle est la mission? Si aujourd'hui, je suis un pilote qui fait quasiment uniquement du VFR ou de l'IFR de beau temps, que mon GNS me satisfait totalement et qui fonctionne très bien, je peux très bien continuer avec mon GNS, c'est vraiment pas le problème. Par contre, si vous êtes un opérateur aujourd'hui, que ce soit en avion ou en hélicoptère, qui fait du travail aérien, qui fait du transport, qui fait... on avait le cas récemment avec des opérateurs hélicoptères qui font de l'ambulance, du SAMU, des choses comme ça. On ne peut pas vraiment se permettre d'avoir ces avions plantés au sol. Et si d'un coup, parce qu'on ne peut pas réparer un GNS,
on est obligé d'arrêter les opérations, c'est très problématique. Oui, la problématique est différente, effectivement. Donc je dirais que plutôt la première cible, entre guillemets, aujourd'hui de notre communication, c'est d'aller voir un peu, et c'est ce qu'on fait aussi derrière, d'aller voir ces opérateurs où l'avion est vraiment un outil de travail pour leur dire attention, n'attendez pas que tout soit en panne, n'attendez pas qu'on puisse plus réparer ces équipements pour penser à l'avenir. Sachant qu'on l'a évoqué un peu avant l'émission, mais le remplacement de ces équipements ne se fait pas dans la journée ou du jour au lendemain. Quand même des installations, surtout quand on va parler des GTN, qui sont assez invasives. Alors quand je dis invasives, c'est que ça va prendre quand même 2-3 semaines de travail pour faire un remplacement, un rétrofit avionique, en fonction de ce qu'on va mettre dedans. Parce que souvent, en plus, on a des utilisateurs qui vont pas juste dire « je remplace mon navigateur », mais qui vont en profiter pour mettre un G500, un GI275 ou autre. Et donc, on parle de plusieurs semaines d'immobilisation de la machine. Donc, c'est pas seulement quelques heures, quoi. Non. Donc l'idée, c'est de pas arriver au point où on va se dire « mince, trop tard, mon avion ou mon hélicoptère et au sol parce que j'ai pas anticipé ce problème d'obsolescence et d'être en avance sur cet aspect-là. Sachant aussi que vous faites le pack de data en fait que vous avez sorti récemment et dont on va parler aussi au cours de l'émission, qui est aussi compatible avec les GNS. Tout à fait. Mais oui, tout à fait. C'est pour ça que je disais qu'on n'abandonne pas du tout ces clients-là. On continue. Alors, on continue pas à développer de nouvelles fonctionnalités. Le software en lui-même ne va plus changer sur les GNS. On a arrêté de les vendre il y a plus de 10 ans pratiquement avec l'arrivée des premiers GTN. Donc c'est plus un produit qui se développe. Par contre, on continue à le suivre. Effectivement, tout ce qui est base de données, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais on a lancé très récemment nos propres bases de données où la source est Garmin et plus Jepsen pour ces bases de données. Et on propose donc un pack aujourd'hui pour les utilisateurs de GNS qui est plutôt plus avantageux que ce qu'il était dans le passé. Donc on continue quand même à amener des solutions pour ces utilisateurs-là, même si, à moyen terme en tout cas, on va certainement penser à d'autres alternatives pour ces GPS comme NAV. À moyen terme, il faudra penser à une solution. Alors, c'est quoi les solutions que Garmin offre actuellement? Alors, c'est vrai que si on revient un petit peu dans le temps, quelques années en arrière, je t'aurais dit la solution évidente, c'est le GTN, la famille GTN. C'est avec ça qu'on va certainement un peu commencer aujourd'hui. Mais vraiment, l'idée, c'est forcément, on remplace donc un combiné GPS comme NAV. Si on veut garder ces mêmes fonctionnalités, la seule solution, vraiment, et c'est un peu... On verra après que c'est pas plus tout à fait vrai, mais l'évidence, entre guillemets, c'est de passer sur du GTN. On garde les mêmes fonctionnalités, mais c'est ce qu'on voudrait montrer un petit peu aujourd'hui aussi, c'est que si vous passez sur le GTN, forcément, et sur une nouvelle génération de navigateurs, comme on l'a dit, le GNS, plus de 25 ans, donc en conception, c'est pratiquement 30 ans. Aujourd'hui, le GTN, en plus, sur la nouvelle génération GTN XI, on est sur un produit qui a 3-4 ans et sur lequel on a rajouté des fonctionnalités. Donc l'idée, c'est d'une, vous remplacer un produit qui peut tendre à devenir obsolète par quelque chose de beaucoup plus moderne, et au passage, vous allez récupérer pas mal de nouvelles fonctionnalités que vous n'aviez pas sur votre GNS. Vous allez gagner en fonctionnalité. Alors là, pour installer un GTN à la place d'un GNS, là, ça voit quand même la différence de taille est quand même assez importante. Alors ça a été un petit peu c'est ce qui a été un petit peu douloureux, ou qui est toujours un peu délicat souvent pour les clients qui sont toujours sur la génération des GNS. Et quand on a sorti les premiers GTN il y a plus d'une dizaine d'années, on a fait le choix de vraiment changer de format au niveau des écrans. Parce qu'on savait déjà un petit peu quelles étaient les fonctionnalités qu'on allait vouloir mettre en place pour l'avenir. Et la taille d'écran et la taille de l'équipement sur un GNS n'est pas suffisante de notre point de vue. Donc il y avait un moment où de toute façon, dans l'évolution de ces navigateurs, on allait devoir passer à la taille au-dessus en termes d'écran. Mais ce qui veut dire aussi retravailler la planche de bord. Donc c'est souvent un petit peu la problématique des utilisateurs de GNS. Sur la gamme 625, 650, donc la série 600, c'est moins compliqué parce qu'on est vraiment sur le format extérieur. En tout cas, on a les mêmes tailles de boîte que sur un GNS 430. C'est vraiment les mêmes dimensions. On n'est pas sur le même rack, on n'est pas sur les mêmes la même connectique tout à fait, le même câblage. Par contre, on est sur les mêmes dimensions, donc en termes de planche de bord, en façade, on ne va pas tout recouper, tout recasser. Par contre, c'est vrai que quand on passe sur un 750, c'est complètement... les dimensions sont bien supérieures même à celles d'un GNS 530. Donc voilà, le problème, c'est que ça redemande du travail au niveau de la planche de bord et de retravailler au moins la partie centrale de la planche en fonction du type d'avion sur lequel on a installé le GTN. En termes de comparaison, on parle de taille d'écran. Et pourquoi on a fait également ce choix? C'est au niveau de la taille pure des écrans, donc vraiment la partie utile, pas le cadre. Sur un 750, on a plus du double de taille d'écran quand on compare à un GNS. Pour le GNS, même si on avait ces dimensions-là, quand on regarde, parce qu'on avait un cadre qui était beaucoup plus important, on avait plus de boutons, de choses comme ça. Donc en termes de surface d'écran, on a plus que doublé la surface d'écran
quand on utilise un 750. Et ça va surtout permettre, bien sûr, d'avoir une carte dynamique bien plus lisible. Ça va permettre d'afficher des choses comme les cartes d'approche, par exemple, qu'on n'aurait pas pu afficher sur un GNS, par exemple. En termes de qualité d'écran, bien sûr, la technologie a beaucoup évolué. Là, en plus, on est vraiment sur la 2e génération de GTN. Donc, avec les GTN XI, entre les GNS et les GTN, on a triplé, voire quadruplé le nombre de pixels en termes de résolution. Donc, on est sur une résolution qui est quasi 4 fois supérieure. Beaucoup plus fine que, tout à fait. Le GNS. Donc, ça se voit en luminosité, en contraste, etc. Également, sur la nouvelle génération, en XI, on est passé sur des nouveaux processeurs. On est sur du dual-core. Ça permet d'avoir un rendu, alors on le voit au zoom, etc. C'est très, très rapide au niveau de la réaction. Au niveau du démarrage du GTN, entre la version XI et l'ancienne génération, on a fait x4. Donc, quand vous démarrez vraiment le poste, on va 4 fois plus vite que sur l'ancien. Et le tactile aussi, bien sûr. On gagne. Donc, le tactile, c'est vrai, tu fais bien de relever. C'est un des changements majeurs aussi entre le GNS et le GTN. Avec toujours alors, ce système de rail qu'on retrouve sur les GTN, qui permet justement de venir tenir l'écran quand on est vraiment sur des conditions un peu turbulentes. Ce qui est aussi agréable sur les nouvelles générations, ou sur les dernières mises à jour des GTN, c'est la possibilité de naviguer dans les menus en utilisant les rotacteurs, qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Avant, les rotacteurs ici servaient vraiment juste à changer les fréquences, etc. Aujourd'hui, alors c'est un petit peu difficile peut-être à l'écran, mais là en bas, on a un petit menu déroulant et en fait, on va pouvoir changer de page avec le gros bouton et puis zoomer, dézoomer ou changer certains paramètres avec le rotacteur interne. Donc vraiment, ça c'est un petit peu un changement. On a entendu aussi nos clients qui disaient oui, c'est bien le tactile, mais quand ça bouge beaucoup, ok, il y a les rails, il y a l'appui ici en bas aussi, que ce soit sur le 650 ou sur le 750. On a un petit peu revu l'interface pour permettre de naviguer dans les différents menus avec les rotacteurs. Et puis on a toujours le bouton Home qui nous ramène sur le menu principal, ou le Go-To qu'on verra un petit peu après. Mais voilà, on a quand même un produit donc tactile, bien évidemment. On va le voir, ça aide beaucoup pour rentrer des plans de vol, des choses comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus intuitif. Après, on a gardé un petit côté quand même hybride. Quand ça bouge vraiment, on va avoir une utilisation un petit peu différente. Alors là, c'est vrai qu'on va rentrer un peu dans la deuxième phase aussi de l'émission. On avait pensé avec Robin faire une sorte de tuto aussi GTN, mais dont les fonctionnalités on peut retrouver aussi sur tout à fait. 175. On détaillera un petit peu, effectivement, là on parle GTN et on détaillera un petit peu après plutôt la gamme. Il y a une gamme un peu plus récente, donc la gamme qu'on appelle navigateur 2 pouces chez Garmin. C'est la taille d'écran qui est un écran 2 pouces. Pas forcément combiné, on commence avec un GPS uniquement, GPS 175. Qui va permettre aussi de faire de l'IFR, etc., mais à moindre coût par rapport à un GTN. Solution low cost. Tout à fait. En fait, un GPS plus comme nav. Plus efficace en termes de tarifs, moins encombrant en termes de dimension de planche de bord. Et on verra que du coup, avec l'arrivée en plus des nouvelles radios, on peut vraiment faire un combiné aussi GPS comme nav pour éventuellement remplacer un GNS 430 par un combiné 2 pouces. Là, je vais détailler parce que c'est plus facile de détailler les fonctionnalités sur le 750 qui a un grand écran. Donc à l'image, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, on va retrouver beaucoup des fonctionnalités qu'on a dans le GTN, dans les navigateurs 2 pouces, qu'on verra un petit peu après dans l'émission. L'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer un petit peu les fonctionnalités clés du GTN, puis voir en quoi il se différencie du coup de la génération précédente des GNS. Donc je propose qu'on démarre un petit peu. On a déjà parlé un petit peu hardware, donc écran, on en a parlé un petit peu, nombre de pixels, etc. Je propose qu'on regarde un petit peu dans les détails ce qu'on peut faire avec ce GTN. Moi, j'avais une question aussi d'entrée comme ça qui sort un petit peu de tuto. Vous avez lancé récemment les databases, en fait, la possibilité de passer directement par Garmin plutôt que par un ancien partenaire de cartographie de données, pour ne pas les nommer. Et qu'est-ce que ça change en fait dans la pratique? C'est quoi la différence? C'est une très bonne question. Effectivement, on a annoncé, je crois que c'était pour Non Aéro, Frédéric Schaffen. Oui, au mois d'avril. On a annoncé nos nouveaux packs entre guillemets de cartes de database. Donc, comme tu le sais un peu, il y a l'aspect, il y a les nav data. Pour les gens qui font de l'IFR, bien entendu, ça sera plus simple. On a des packs aujourd'hui qui incluent différents types de cartes et de données pour ces navigateurs GPS. La première qui est très connue, c'est la nav data. Donc, c'est vraiment ce qui va contenir tous les points de navigation, les espaces aériens, et qui est obligatoire quand on fait de l'IFR. Alors, une mise à jour obligatoire tous les... tous les cycles ERAC. Tous les cycles ERAC. Tous les 28 jours. Donc, c'est les fameux cycles ERAC. Donc, effectivement, en IFR, vous êtes obligé de mettre à jour ces navigateurs tous les 28 jours.
Donc jusqu'à présent, Garmin proposait des packs ou proposait en tout cas des abonnements à travers notre propre site internet. Vous allez sur flygarmin.com et vous retrouvez toutes ces informations-là. Néanmoins, on ne sourçait pas, enfin la source de cette base de données était cet éminent fournisseur donc, de cartes. Donc voilà, c'était Jebsen, on peut les citer que sur le marché jusqu'à présent. Et on travaille toujours avec eux sur différents aspects. L'idée, ça a été de lancer nos propres en fait, bases de données en sourçant nous-mêmes ces données. En fait, les sources sont connues. Les sources, c'est toujours les autorités étatiques, etc., qui publient en fait, des données par rapport au terrain, aux procédures d'approche, des choses comme ça. Et après, elles sont traitées jusqu'à présent uniquement quasi par Jebsen. Aujourd'hui, Garmin fait ses propres bases de données. Donc après, bon, là, on parle de l'app-data, il y a pas de l'aspect obstacle, terrain, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les safe taxis dont on va parler juste après. Donc il y a différents types de cartes qui viennent s'intégrer dans ces navigateurs GPS. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc la nouveauté, c'est que Garmin propose ses propres bases de données avec des tarifs plutôt concurrentiels. Alors la bonne nouvelle pour les utilisateurs, c'est que vu qu'il y a concurrence, forcément les prix ont tendance à évoluer vers le bas plutôt. On a déjà vu une réaction de la concurrence par rapport à la sortie de nos propres cartes. L'idée, c'est que ce soit vraiment transparent en termes d'utilisation pour le pilote. Aujourd'hui, un nav data, c'est une nav data. Les waypoints, ils doivent avoir le même nom, ils doivent avoir les procédures, elles sont publiées, elles doivent être les mêmes, que ce soit chez Jebsen ou chez Garmin. Donc pour l'utilisateur, ça doit être transparent. Après, ce qui va changer, c'est l'aspect support. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu qu'on est propriétaire de nos databases, vous pouvez venir chez Garmin directement. Toute la partie support après-vente, assistance, etc. Si vous avez de l'avionique Garmin et que vos databases sont en plus chez Garmin, c'est simple d'avoir un seul interlocuteur pour ça. Comme je le disais, des tarifs qui vont être plus ou moins préférentiels. Et pour les utilisateurs GNS, je les invite à vraiment regarder ça, parce que pendant longtemps, il y a eu des packs. Alors, il fallait acheter les obstacles, les terrains chez Garmin, les nav data chez Jebsen. Enfin voilà. Aujourd'hui, il y a des packs qui sont beaucoup plus efficaces en termes de... plus pratique déjà en termes d'installation. Et puis après, aussi plus efficace en termes de tarifs. Donc c'est un peu l'idée. On gagne du temps et de l'argent. Dans les grandes lignes, on espère. Alors de l'argent, je ne sais pas, ça dépend un peu des configurations. Mais du temps, ouais, c'est un peu l'idée. C'est voilà, gagner, venir chez un seul. Rationaliser les choses. Avoir un seul interlocuteur pour son avionique, ses bases de données. Mais après, en termes d'affichage, ça change. En termes d'affichage, ça ne devrait rien changer. Après, il y a toujours des choses qui vont être très spécifiques à Jebsen. On va le voir un petit peu sur les cartes d'approche IFR. Oui. Les cartes d'approche, il y a différents styles de cartes d'approche, mais Jebsen a son propre produit qui est très connu. Une mise en page très particulière qui... Avec les chart view, et ça, on a on a un autre format qui est offert. On a les deux formats qui sont offerts aujourd'hui pour les GTN. Beaucoup de pilotes en IFR qui utilisent quand même les cartes Jebsen. Oui, tout à fait, c'est un peu la référence. On a les cartes IAC qui sont produites par le SIA et les cartes Jebsen. L'intercom peut-il être géré par le remplaçant du GNS? Ouais, on va le voir dans un instant. Alors, il y a intercom, il va bien falloir séparer un petit peu l'aspect intercom pur et audio panel. Pour un avion de 2 places, par exemple, on va parler purement d'intercom. Ça va juste être vraiment l'intercom entre le pilote et le copilote. Oui. Et ça, souvent, les intercoms sont gérés en interne, donc pas besoin d'une boîte de mélange. L'intercom va être intégré soit dans le GTN, soit dans les coms ou comnav chez Garmin. On a un intercom intégré qui permet de ne pas avoir de boîtier séparé. Donc voilà. Après, du moment qu'on passe sur de l'avion avec des passagers, etc., ou avec plusieurs coms, là, on va avoir besoin d'une boîte de mélange pour gérer les différentes sources audio. Donc, on n'est plus sur un intercom simple, on va être sur ce qu'on appelle donc de l'audio panel. On parlait de GMA juste avant, donc oui. GMA 342, 345 maintenant chez Garmin. On va le voir pendant le tuto GTN, on verra un petit peu comment on gère ça. La seule chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que le GTN est capable de contrôler l'audio panel, est capable de contrôler le transpondeur, mais ce n'est pas intégré dans le GTN. Le GTN, on est toujours donc sur un GPS, com et nav. Transpondeur et audio panel peuvent être contrôlés par le GTN. Par contre, il faut toujours avoir un boîtier physique. Oui, extérieur. Extérieur. Donc, là, on a un transpondeur, par exemple, sur le boîtier qu'on voit ici. L'avantage, quand on contrôle par le GTN, c'est qu'on peut l'avoir de manière physique, comme on l'a ici sur la planche, de manière physique en façade sur la planche de bord, mais on peut aussi l'avoir ce qu'on appelle en remote, donc déporté en soute et tout contrôlé depuis le GTN. Avec l'affichage directement sur le GTN. Ouais. Tout à fait. Donc, l'intercom peut-il être géré par le remplaçant du GNS? Oui. On a un beau bouton intercom ici, donc on va le revoir après pendant le tuto.
Oui, on peut gérer l'intercom, comme on peut le gérer directement depuis les comnav, etc. Après, si on veut gérer vraiment de l'audio panel, il faut quand même un audio panel derrière qui pourra être géré par le GPN. Alors, est-ce qu'on peut entrer dans le vif du sujet du tuto? Ouais, tout à fait. Alors, on démarre d'un point. Ouais, tout à fait. Donc, on est effectivement sur notre menu principal du GTN 750 ici. On retrouve en appuyant sur le bouton Home. Voilà. Donc, ici, vous allez retrouver un petit peu tous les icônes habituelles sur les produits Garmin aujourd'hui. On retrouve les mêmes pour les navigateurs de pouce. Mais on retrouve aussi la même chose sur Garmin Pilot aujourd'hui. Donc oui, vraiment, la philosophie est vraiment la même, que ce soit les boutons, les boutons qu'on tourne, etc. Qu'on retrouve les boutons tactiles. L'idée, c'est que si un utilisateur passe d'un produit Garmin à un autre dans le cockpit, il doit les retrouver assez facilement. Il y a une commodalité aussi entre les différents produits. Alors là, on a démarré le. Ouais, tout à fait. Donc souvent, quand il démarre, il va directement en mode map. Là, ici, je ne sais pas si je vais lui enlever la vitesse. On va dire qu'on est au sol, on a 0 nœud. Et on va partir de Lyon-Bron, qui n'est pas très loin d'ici, par exemple. Donc voilà, là, mon avion est au sol. Ça démarre, je suis sur ma carte. Souvent, ce qui va se passer, c'est qu'en automatique, on va avoir un zoom. Donc tant qu'on n'a pas de déplacement de l'avion, qu'on est au sol ou qu'on est au roulage avec une vitesse faible, le GTN va zoomer automatiquement pour avoir cette carte, vous voyez ici, je pense que c'est assez visible à l'écran, c'est ce qu'on appelle les safe taxis. On en a parlé un peu quand on parlait des databases, mais ça c'est aussi une nouveauté sur le GTN. Donc l'idée c'est d'avoir un diagramme, donc une cartographie du terrain lorsqu'on est au roulage. Donc là on le voit ici par exemple sur Lyon-Bron. L'avantage de ça c'est que dès que vous êtes sur des terrains qui ont un peu des... Alors, sur un terrain très basique, avec une seule piste, un seul taxiway, etc., un peu d'utilité. Là, déjà, on voit à Lyon-Bron que, voilà, on a déjà plusieurs bretelles, Alpha 2, Alpha 1, Alpha 3. On a les différents parkings qui s'affichent, etc. Donc, l'idée, ça va nous simplifier vraiment toute la partie roulage. Ça va nous permettre d'identifier très rapidement où sont les pistes, les runways, etc. Moi, je sais que je m'en sers, ne serait-ce qu'au sol, quand vous faites votre premier message radio. Des fois, j'ai pas la carte sous les yeux, ce qui est mal, et je sais pas à quel parking je suis quand je m'annonce, ou voilà, enfin, peu importe. Mais ça permet, donc sur la partie en tout cas, roulage et toute la partie au sol, d'avoir une cartographie du terrain. En plus de ça, là on le voit pas ici, mais vous avez ce qu'on appelle, si vous avez un système de trafic, on y reviendra peut-être après, mais si vous avez un TAS, un TCAS ou une source ADSB pour le trafic, on va avoir ce qu'on appelle Terminal Traffic, donc qui va être aussi la partie indication de trafic au sol. Il y a des avions qui sont au roulage autour de vous, ou même s'il y a des véhicules de piste qui sont au roulage et qui ont des transpondeurs ADSB ou un système de trafic, vous allez pouvoir les voir se déplacer autour de vous sur la carte. Alors mieux qu'un radar, presque. 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 Donc ouais, non, voilà, vraiment l'idée c'est d'avoir aussi du trafic au sol et d'avoir plein d'indications sur quand on est au roulage. Tiens, on m'a dit de rappeler Alpha 4. Où est-ce que c'est Alpha 4? Tiens, c'est là en bout de piste. Ok. Donc pour la 34. Très bien. Donc, ça permet visuellement très rapidement d'avoir ces informations quand on est au sol. Dès qu'on va décoller, là, vu qu'on prend une vitesse, etc., tac, ça va tout de suite dézoomer. Et donc, on va le voir ça dans une petite seconde. Donc, l'étape suivante, vraiment, ça va être de rentrer son plan de vol. Là, je vais tricher un petit peu. Normalement, votre point d'origine, ça va être la position de l'avion. Ici, on est sur un banc de démonstration, donc on va lui mettre le point de départ. Donc, on va... je reviens un tout petit peu. Donc, je suis venu ici dans Flight Plan, qui est le menu plan de vol, donc comme son nom l'indique. Donc, je vais venir ici dans mon menu plan de vol pour rentrer mon plan de vol. Là, on va le faire de manière manuelle. On l'avait vu dans une émission précédente, on peut aussi le faire depuis son iPad et transférer ça directement dans le GTN. C'est aussi un des aspects intéressants qu'on récupère avec le GTN et qui n'existait pas avec le GNS, c'est la connectivité aussi. Tout à fait. Alors, on avait une possibilité de faire de la connectivité avec le GNS, mais c'était assez réduit. Il fallait installer ce qu'on appelle le Flight Stream 210, mais qu'il fallait câbler à l'avionique. En termes de certification, d'installation, pas un outil très simple. Mais on avait une passerelle vers le GNS. Là, aujourd'hui, on le fait de manière beaucoup plus simple. Donc, on vous invite à retourner voir la vidéo sur la connectivité et l'utilisation des iPads dans le cockpit. Et l'avantage avec le GTN, c'est soit d'utiliser donc, le Flight Stream 510, la petite carte bleue ici, qui va activer le Bluetooth et le Wi-Fi pour transférer les plans de vol, ou bien utiliser aujourd'hui le Plane Sync. Donc, c'est vraiment c'est pareil, on l'avait bien couvert dans la vidéo précédente. L'automatisation des mises à jour des databases et la possibilité de transférer du plan de vol. Là, aujourd'hui, on le fait à la main, donc on va rajouter des points de navigation. Donc, mon premier, ici, je vais mettre mon point d'origine, donc LF, LY, donc Lyon-Bron.
Et l'avantage, alors si je suis en IFR, ça va être tout de suite, je vais pouvoir ici sélectionner Lyon-Bron, charger donc l'autre procédure et choisir par exemple une procédure de départ. Alors là, je ne les ai pas en tête, je ne les connais pas, donc ça va peut-être faire un truc un peu bizarre. Mais donc je choisis ma procédure de départ, donc BLU 4 Papa. Je peux prévisualiser ici la séquence de départ avec tous les points qui ont été générés automatiquement. Et si ça me convient, ici j'ai juste à charger la procédure. L'avantage, c'est que quand on vient ici, on va pouvoir, depuis le dernier point de la procédure de départ, qui est BELUS ici, si j'appuie sur BELUS, je peux maintenant aussi charger une airway. Donc, bon, Fabrice, tu connais plus que moi en vol IFR. Mais voilà, donc on va pouvoir tout de suite charger. Alors là, on a que 2 disponibles. Mais depuis un point de navigation, je vais pouvoir charger une airway. Et en fait, au lieu de s'en rentrer tous mes points de navigation un par un sur l'airway, choisir juste le point de sortie. Alors là, bon, mauvais exemple. Parce qu'il n'y en avait qu'un sur cette airway-là. Je vais changer, je vais prendre l'autre B16. Donc voilà, si je prends B16, j'ai 3 points de sortie potentiels sur l'airway. Donc j'ai 2 VOR, Chambéry, Passéry, et j'ai un point de navigation Realty ici. Donc, si je prends Realty, voilà. L'avantage, c'est que si j'ai des points de navigation intermédiaires, ça va me générer tous mes points de navigation. Et juste à faire load. Et voilà, donc je retrouve la suite en fait de mon enchaînement de mon plan de vol. Donc en quelques secondes, on va être capable de rentrer pratiquement tous les points de navigation. Et puis là, on va mettre une destination, enfin le point de destination. On va mettre Genève, par exemple. Et donc Genève, c'est pareil, à l'inverse, je vais pouvoir faire une procédure. Donc ici, ça va être arrivée ou approche. Ouais, je vais charger directement une approche. Mais ici, donc si vous sélectionnez approche, vous avez tout de suite toutes les approches disponibles sur le terrain de destination. Donc là, ici, on voit qu'on a 2 ILS, la 04 et la 22. On a des procédures LPV en 0422 également. C'est disponible et pour lesquelles l'avion, enfin le système est certifié aussi. Tout à fait. Donc ça, c'est ce qu'on disait au niveau des databases. Ces procédures-là, c'est des procédures officielles, publiées, certifiées. On ne les invente pas, elles sont codées dans le GTN. Et donc, elles doivent suivre un séquencement bien précis pour être officielles. Donc c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs mettre à jour ces navdata tous les 28 jours, parce que si ces procédures évoluent, ça se retrouve dans le cycle ERAC, dans les navdata, pour qu'on puisse ensuite l'utiliser dans le GTN. Là, par exemple, si je prends la 22, une LPV en 22, donc voilà, j'ai tout le séquencement des points pour l'approche LPV en 22 à Genève. Pouvoir choisir ma transition. Donc, soit charger mon approche, soit la charger et l'activer. Souvent, on l'active quand on a la clearance du contrôle. Oui. Donc là, on va par exemple faire juste le charger. Voilà. À mon avis, ça ne doit pas ressembler à grand-chose au niveau de la carte. C'est pour la démonstration. Ouais, pour la démonstration. Mais bon, voilà, j'ai un circuit de départ jusqu'à BELUS ici. J'ai pris mon airway B16, donc je la vois bien s'afficher. Donc BELUS, on voit que je dois être au niveau 120. On verra après, mais on peut gérer tout ce qui est contrainte d'altitude directement dans le GTN. L'avantage, c'est que souvent, ces altitudes, elles sont publiées également dans la procédure. Et ici, elles vont venir automatiquement se mettre en face du waypoint qui va bien. Ce qui permet que si en plus on a des modes VNAV au niveau des pilotes automatiques, de faire des plans. Alors surtout pour la descente, la VNAV. VNAV, ça va être la gestion en fait, de la navigation verticale. Donc souvent, c'est un mode que vous allez retrouver sur les pilotes automatiques. Qui va permettre de gérer le plan de descente automatiquement. Je dis le plan de descente parce que quand on est en montée, souvent on va monter en IAS, donc en Indicated Airspeed. Pour éviter tout décrochage, on va monter avec une vitesse. Par contre, on va pouvoir descendre juste avec un plan de descente. Donc, par défaut, dans les systèmes, c'est souvent paramétré sur 3 degrés, 5%, c'est le classique. L'avantage, c'est que du moment qu'on a des altitudes qui sont rentrées dans notre plan de vol, donc si on va les voir, là j'en ai pas forcément, mais par exemple je vois qu'il y a BELUS ici, j'ai un niveau de vol au niveau 120, et ensuite à Realty, en théorie, mon altitude devrait être 8000 pieds, et ensuite je vois ma procédure. Alors après sur ma procédure, c'est pareil, si je détaille, si je détaille ici, bon, je sais pas pourquoi j'ai des croix, parce qu'à mon avis j'ai pas de VNAV ou autre, et je vois par exemple ici au final approche fixe, je dois être à 4000 pieds dans mon point final d'approche. Donc voilà, ces altitudes-là, elles se génèrent automatiquement. Et l'avantage, c'est que si j'ai mon mode VNAV qui est armé, je vais voir mon top of descent s'afficher sur ma carte. Je vais voir mon bottom of descent. Et si j'ai un plan qui est par défaut, donc à 3 degrés, quand j'atteins le top of descent et que j'ai armé le VNAV, le pilote automatique va conduire tout seul Génial, tout se fait quasi automatiquement. Alors il faut bien avoir paramétré les altitudes, la présélection au niveau de l'EFIS.
et armer le bon mode sur votre pilote automatique. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Une fois qu'on a bien suivi la procédure, effectivement, c'est automatique. Et bien vérifier aussi les points qu'on a insérés, hein, ça fait partie. Tout à fait. Ouais, c'est pour ça qu'il faut quand même bien vérifier ce qui est généré automatiquement, mais bien vérifier sa procédure. C'est pour ça que d'ailleurs, souvent, c'est pas complètement automatique. Il va falloir quand même aller sélectionner. Donc la présélection d'altitude doit être faite manuellement quand même sur votre EFIS, souvent. Donc ici, on va générer des altitudes de passage pour les waypoints. À vous, pour armer le waypoint, d'aller quand même sélectionner l'altitude au niveau de l'EFIS également. Ouais. Si je dois descendre à 8000 pieds, je vais tourner mon bouton altitude sur mon EFIS, sur mon G500, sur mon GI275, peu importe, pour présélectionner mon altitude à 8000 pieds. Et de là, je vais pouvoir armer le VNAV sur mon pilote automatique. C'est vraiment la procédure à suivre. Donc voilà, l'entrée d'un plan de vol, assez facile. Si là, je veux par exemple ajouter un point qui est existant ou pas d'ailleurs. Bonne remarque. Ça m'amène, vu que je suis sur la carte, plusieurs possibilités. Première possibilité, alors ça va plutôt être pour un déroutement ou vraiment pour ajouter un point. Souvent, ça va être utile. Un exemple qui me vient, c'est en VFR, un point de report VFR. On va avoir tous les points de report VFR qui vont s'afficher. Je ne sais pas si je vais pouvoir, si je zoome un petit peu, si on les voit. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien à l'écran. J'ai des petits triangles orange. C'est mes points de report VFR. Donc, imaginons que je parte de Lyon-Bron comme je viens de le charger et que le contrôleur me demande de passer par Novembre Alpha. Donc, il y a le point de report VFR qui est ici. Au lieu de tout rentrer mes points, je peux également appuyer ici sur Graphically Edit Flight Plan. Ça me permet d'éditer graphiquement mon plan de vol. Je vais pouvoir prendre mon leg ici et vous voyez le promener pour aller vers un point de navigation. Donc, si je l'approche ici de Novembre Alpha, automatiquement, soit il va sélectionner le point si je suis vraiment précisément dessus, soit si on a plusieurs ou que je ne suis pas très précis, il va me proposer les plus proches. Et une fois que j'ai fait ça, cette modification graphique, il suffit d'appuyer sur Done ici. Et ma modification de plan vol a été faite donc de manière graphique. Si je reviens maintenant dans mon flight plan ici, on va voir que ici j'ai inséré Novembre Alpha. Bon, j'ai inséré un autre point au passage dans la démo, mais j'ai bien Novembre Alpha qui est ici. Pendant qu'on parle des points de report, juste une petite astuce sur les points de report VFR. Leur dénomination, ça va toujours être les 2 dernières lettres du terrain. Donc là, par exemple, alors là, c'est un peu un piège, parce que sur Lyon, pour une raison ou une autre, le point Novembre Alpha, il n'est pas sur Lyon-Bron, il est sur Lima-Lima qui va être. Bonne question. Waypoint info, toc toc toc. Ouais, pourtant, c'est bien LFLY. Je crois que voilà, en fait, c'est LFLL parce que ça va être Lyon-Saint-Exupéry qui gère la TMA. Et donc, ils dépendent de la TMA de Lyon-Saint-Exupéry et pas de Lyon-Bron. C'est bizarre, c'est LL sur Lyon-Saint-Exupéry. Voilà. J'avoue que je ne sais pas. Normalement, sur les points de report VFR, c'est toujours les 2 dernières lettres du terrain. Donc, en théorie, pour le Lyon-Bron, ça serait Lima Yankee et l'identifiant. Donc, si c'est Novembre Alpha, votre point de report, Lima Yankee, Novembre Alpha. Là, il y a un petit piège qu'en fait, Novembre Alpha, il dépend de Lima-Lima, qui est Lyon-Saint-Exupéry, qui est juste à côté. Donc, c'est Lima-Lima, Novembre Alpha. Voilà. Donc, pour les retrouver facilement, vous pouvez les rentrer également comme ça. Autre solution pour rentrer un waypoint, on vient le rajouter. Donc, par exemple, si après Belus, ici, je veux rajouter un point, j'appuie dessus. Vous voyez, j'ai inséré avant, inséré après. Donc, insert before, insert after. Je vais insérer un point après. Je vais pouvoir venir rajouter un point juste après Belus. Soit je connais le nom du point que je vais rentrer. Soit on a ce qu'on appelle aussi fast find sur le GTN. Ça va permettre de trouver des informations que vous n'auriez pas. Donc ici, on va pouvoir faire find, par exemple, et aller chercher des éléments. Donc là, sur un point de navigation, on va pouvoir aller chercher les nearest, par exemple. Alors souvent, ça va être les points un peu autour. On va pouvoir trouver par rapport à notre plan de vol ou des waypoints qui ont été utilisés récemment. Plusieurs onglets, oui, entre les récents, Voilà, tout à fait. Récents, les plus proches. Flight plan, on verra, c'est surtout utile pour les fréquences, par exemple. Et défini par l'utilisateur aussi, on peut tout à fait, les users. Alors ça, c'est utile pour les waypoints. Donc effectivement, quand on génère, comme on a fait tout à l'heure, graphiquement des points, si j'ai pas de point de navigation, ça va me proposer de créer un point utilisateur et donc ils vont se retrouver ici. Mais après, on va pouvoir aussi les chercher par nom, par ville. Enfin, voilà, il y a plusieurs options de recherche. Soit on peut les rentrer par coordonnées. Voilà, il y a plusieurs options pour rentrer des points. Maison, par exemple, ça marche? Ça fonctionne? Maison, ouais, ça marche. Pour aller survoler sa maison. Bah, oui. Non, l'avantage, c'est que alors, en cas de déroutement, on le verra après, on a un autre outil, c'est Safe Taxi.
Passive Taxi, Smart Glide dont on parlera. Par contre, en cas de déroutement, bah, plusieurs options. Hein. Soit graphiquement, tout de suite, je vais me diriger vers un terrain parce que je suis un peu en urgence. Et là, tout simplement, je sélectionne un point et je peux faire un go-to. Hein. Donc, du moment que j'appuie sur mon go-to ici, paf, j'active le go-to, ça me fait sauter le plan de vol et je vais y aller directement sur le point de navigation sélectionné. Donc là, ça efface tout et on part du point. Du moment qu'on fait un go-to, ouais. Alors ça efface pas le plan de vol. Hein. Normalement, il doit toujours être présent. Alors, ouais, il est toujours par là, contre, vous voyez qu'ici, en actif, en haut, j'ai un direct to vers un point. Donc le direct to prend le dessus. D'accord. Par contre, il suffit qu'après, si je veux reprendre mon plan de vol, je me redirige. Alors par exemple, je veux le reprendre à novembre alpha. Hein. Je refais un go-to vers novembre alpha, par exemple. Et là, de novembre alpha, je vais reprendre le séquencement de mon plan de vol. Toute la séquence est réactivée. Ouais, d'accord. Donc pour le déroutement, bah voilà, soit vers un terrain, on le sélectionne et tout de suite, on fait un go-to. Alors plusieurs options. Soit j'appuie d'abord sur go-to. Du moment que j'appuie sur go-to, ici, je peux rentrer un code ou autre si je sais où je veux aller. Donc soit j'appuie d'abord sur go-to et je sélectionne le nom du waypoint, soit je sélectionne le point sur la carte et je fais go-to, et dans ce cas-là, j'ai tout de suite le point ici. Un des avantages, c'est que si j'ai pas eu le temps de regarder, je fais go-to nearest airport et j'ai tout de suite le terrain le plus proche qui s'affiche ici. Donc voilà, un peu la gymnastique, si on a l'habitude un peu, ça prend un petit peu de temps, mais si on a l'habitude de se dire, tiens, déroutement, paf, go-to, nearest airport, et on se dirige tout de suite, bon, là, c'est s'envole, le corba, et donc ça, c'est la solution un peu manuelle. Puis bah, l'autre solution, alors là, j'ai pas de vitesse, on va le faire voler un peu, cet avion. Oui, j'allais proposer d'ailleurs d'aller vers novembre alpha, là. Il doit pas être très loin, ouais, tout à fait. Bon, j'aurais pu lui mettre une vitesse un peu plus fort, un peu plus vite. 250 nœuds. Donc on va le voir un peu se déplacer un peu plus rapidement. Hein. Et donc là, l'avantage, c'est qu'effectivement, bon là, du coup, il suit le flight plan. Hein, donc au niveau de votre pilote automatique, si vous avez mis le mode nav, et ben, ça va suivre le séquencement. Et comme on en a parlé juste avant, si en plus vous avez bien mis vos contraintes d'altitude, etc., vous pouvez générer aussi les plans verticaux, donc la partie VNAV. Là, ici, on le voit, alors je ne sais pas si on le voit un peu, vu que du coup, on aura une contrainte d'altitude un peu plus loin. Là, ici, je suis à 8000 pieds actuellement. Et je vois que, par exemple, bon, alors là, mon avion va un peu vite, hein, je shoot un peu ma route. Mais normalement, sur le point de navigation D003 Whisky, je devrais être à 4640 pieds si je suis la procédure de départ. Donc là, aujourd'hui, forcément, il me propose de descendre, je suis trop haut. Donc là, ici, on voit que sur ma route, j'ai un top of descent. Donc, le fameux TOD, oui. Le fameux TOD qui s'affiche. Bon, mon bottom of descent va être du coup sur mon point de navigation. Alors, le top of descent, c'est le moment où il faut commencer à si on veut respecter nos 3 degrés de plan de descente, c'est le moment où il faut commencer à descendre. Calculer en fonction de la distance et de la ground speed. Et là, vu qu'en théorie, je suis automatisé, et donc si je veux être à 4640 pieds à ce point de navigation, en théorie, je sélectionnerai 4640 aussi sur mon PFD, j'armerai le VNAV sur le pilote automatique, et donc là, arrivé au top of descent, mon avion commencera à descendre automatiquement avec un plan de 3 degrés pour atteindre les 4640. On le voit ici, hein, il m'affiche bottom of descent, donc le BOD, pile poil sur le waypoint pour être pile poil à l'altitude sur le passage de la procédure. Tout à fait. Là, on est dans le cadre d'un vol IFR. Là, on est plutôt dans le cadre d'un vol IFR. Ouais. Sinon, on n'aurait pas à respecter des altitudes très précises. Sur des points de navigation, on n'aurait même pas chargé un waypoint. Sur du VFR, on aurait fait certainement un plan de vol plus simple, avec une sortie. Donc, on aurait rentré notre premier point, hein, Lima Yankee. Certainement un point de sortie, novembre alpha ou novembre whisky par le nord sur Lyon. Et ensuite, nos points de navigation suivants. Donc, souvent, ça va être soit directement le point de destination, et on ne va pas très loin, ou des points intermédiaires. Mais, par exemple, si on évolue en région parisienne, ou pas forcément, mais avec une contrainte d'altitude assez forte. Ouais, alors là, ce qu'il faudra faire attention, c'est que le GTN ne va pas automatiquement vous générer des altitudes par rapport aux espaces aériens. Ce qui se passe, c'est que souvent, on a ce qu'on appelle Smart Airspace dans ces équipements, qui fait que par rapport à votre altitude et votre plan de vol, on va enlever les espaces aériens qui ne sont pas utiles à votre compréhension. C'est-à-dire que si c'est beaucoup plus haut que vous et que votre plan de vol, ou bien en dessous, on enlève. Comme ça, au moins, ça permet d'avoir une carte plus nette, plus claire en termes de compréhension. Par contre, il faudra toujours faire attention s'il y a des airs, enfin des zones air, des zones en face de vous, le GTN ne va pas vous proposer des évités d'amis. Alors, il y a des alarmes, hein, on va pouvoir dire avertis-moi si j'approche une restricted, une probabilité. Par contre, il faudra toujours gérer ces altitudes seulement.
D'accord. L'avantage, alors on peut le faire, hein, j'enlève ce plan de vol un peu compliqué. Là, par exemple, on va utiliser le Find Fast. D'ailleurs, je ne sais pas, par rapport à l'emplacement, localisation de mon avion, je vais dire, tiens, Nirust, qu'est-ce que j'ai à proximité? Bah tiens, je vais aller vers Villefranche-Tarare, qui est pas très loin. Et puis après Villefranche-Tarare, Nirust, qu'est-ce que j'ai plus au nord, par exemple? Alors là, c'est par distance hein, que ça va être classé souvent, mais Charnel et Mâcon, très bien. Là, par exemple, là, mon séquencement pour ma suite c'est un peu un piège, hein, parce que normalement, mon avion est en vol, j'ai déjà une direction. Là, je l'ai envoyé vers Villefranche-Tarare, donc Hôtel Victor. Et puis ensuite, il va poursuivre sur Charnel et Mâcon. Là, je vois que ma route s'est adaptée. Là, ce qu'on va pouvoir faire, par contre, si je dis pas de bêtises, c'est mettre une altitude. Donc, si je sais déjà que, par exemple, à Mâcon, la hauteur de tour de piste, je ne l'ai pas en tête. On peut aller d'ailleurs voir, hein, Waypoint Info. Ça nous permet de voir un petit peu d'autres fonctionnalités du GTN. Hein. Donc là, par exemple, je vais voir que mes pistes à Mâcon, c'est 17,35. Je vois le tour de piste à gauche pour la 35, à droite pour la 17. Je vois la longueur, la largeur de la piste, le type de surface. Si j'ai tout chargé, je vais pouvoir voir alors, les procédures. On voit qu'à Mâcon, il n'y a pas de procédure IFR. Ça me permet de vous montrer également quelque chose qui est nouveau dans le GTN, c'est les procédures d'approche visuelle. Quel que soit l'aérodrome, vous allez pouvoir générer un plan d'approche comme si on avait un glide, même si on n'en a pas. Un faux ILS. Un faux ILS, ouais. Tout à fait. Donc là, par exemple, je vais arriver, j'arrive par le sud, donc on va dire que je fais une visuelle 35 à Mâcon. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, c'est vraiment VFR, hein, donc il faudra toujours regarder à l'extérieur, etc. Mais ça va nous créer un plan. Quand je crée un plan visuel, ça va vérifier que le seuil de piste publié il est bien à 50 pieds, qu'il n'y ait pas d'exemption ou de particularité sur le terrain. S'il y avait des obstacles, par exemple, dans l'axe de piste. Et donc, ça va me prendre une hauteur de survol à 50 pieds du seuil de piste. Par rapport à ça, ça me génère un point en fait, final, un point de début de descente à 3 nautiques du seuil de piste. Et donc, à partir de là, je peux faire également un mode VNAV pour descendre vers mon point et prendre mon plan à 3 degrés. Donc, je vois là qu'il y a 3 nautiques du terrain. Si je prends la piste 35 à Mâcon, je vais devoir être à 1714 pieds pour avoir mon plan de descente à 3 degrés, optimal vers le terrain. Et l'avantage, c'est que si je crée ce visuel, donc là, je la charge, hein, par exemple, il me dit bien, j'ai bien pris un plan à 3 degrés et la hauteur de seuil, elle est bien à 50 pieds. Là, je charge. Et là, je vois que j'ai un point visuel maintenant à 1714 pieds, donc qui est mon point de départ de mon approche pour avoir mon plan à 3 degrés. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité du GTN également, qui permet de faire une longue finale, par exemple, sur un terrain. Si tant est qu'on connaisse la piste, qui a un contrôle, hein, bien entendu, oui, ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on a des données météo aussi, j'ai vu là, par exemple, sur... là, ce que je voulais montrer, c'est que du coup, vu que j'ai chargé la visuelle, j'ai la VAC qui s'est mise automatiquement. Ouais. Et donc là, bon, alors du coup, le système me l'a fait automatiquement, hein, mais je vois que la hauteur de tour de piste, elle est à 1700 pieds. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que si je sais que j'ai 1700 pieds, je vais faire une verticale 400 ou 500 pieds au-dessus, 2100 pieds, par exemple, tac, j'aurais pu mettre ici sur mon plan de vol, Charnay, 2100. Et puis, du coup, je serais arrivé, si je mets un mode VNAV, je vais arriver pile poil à 2100 pieds. Oui, c'est paramétrable, enfin, c'est modifiable aussi à chaque instant. L'avantage, c'est que quand on a chargé une approche, que ce soit une approche, là, comme ici, VFR, hein, donc visuelle, ou une approche IFR, tout de suite, je vais pouvoir retrouver, dès que je vais sur le menu de chart, je vais pouvoir tout de suite retrouver ma carte d'approche. La carte d'approche qui est dédiée au... Ouais. Donc là, en l'occurrence, hein, on est sur une carte VFR, on est sur une carte VAC. Hein. Mais on a aussi toutes les cartes d'approche, donc on en a parlé tout à l'heure. 2 options sur le GTN, soit les AIP, donc ce qu'on appelle les Fleet Charts chez Garmin. Si vous achetez un abonnement avec Fleet Charts, vous avez la version électronique des AIP, hein, donc c'est les cartes publiées par les autorités. Après, si vous préférez utiliser les ChartView, là, il vous faut un abonnement de ChartView chez Jepsen. Mais les deux sont gérés par le GTN. On a déjà vu pas mal de choses sur la partie navigation, finalement. Il y avait une question de MLN 208 qui demandait aussi justement comment on crée un hold qui soit un point en fait qui soit publié. Très bonne question. Sur un point d'attente en fait sur son trajet. Écoutez, on va le faire tout simplement. Donc là, mon avion continue à se déplacer. Hein, vous voyez, j'ai passé donc je n'ai pas arrêté à Villefranche-Tarare parce que j'avais avec ce qu'on appelle le roll steering, mon pilote automatique va anticiper mon virage. Je lui avais dit que mon point de navigation c'était Villefranche-Tarare. Maintenant, je repars vers le nord, vers Mâcon. Vu que j'ai chargé cette approche, alors il ne m'a pas pris automatiquement.
Donc maintenant, on va dire que je me dirige vers ce fameux point qui est à 3 nautiques hein, pour mon début de descente. Disons que je vais faire un hold à ce point de navigation 3 nautiques en avant, parce que le contrôleur me le demande ou autre. Ici, je vais dans mon plan de vol, vous voyez que j'ai mon point V3 nautical mile, là, donc ce fameux point à 3 nautiques de l'approche visuelle. Il suffit d'appuyer dessus. Ah, je ne peux pas le faire sur un point final, pardon. Bon, bah alors, on va faire autrement. En fait, il vous faut un point de navigation pour débuter le hold. Hein. Là, je vais, par exemple, dérouter, enfin, juste rajouter un point en passant par ce point de navigation, donc HV401. Et maintenant, quand je viens dans mon plan de vol ici, j'ai bien HV401. J'appuie dessus et là, je vais dire Hold at waypoint. Donc là, voilà, j'ai le menu de création de l'hippodrome d'attente du hold. Donc là, je vais pouvoir lui dire, bah, soit je veux un inbound ou outbound, donc par l'intérieur ou par l'extérieur. Il doit plus savoir que moi ce qu'il faut faire. Fabrice en IFR. Ça, c'est les types... Alors, c'est pas un type d'entrée, mais c'est plutôt... Oui, si on se dirige vers le point qu'on a créé ou si on part du point qu'on a fait. Bon, là, ce qu'on va pouvoir sélectionner vraiment, c'est si on tourne par la droite, par la gauche, et surtout si on veut un hold en temps. Alors, si là, il est paramétré en temps, et je vais lui dire que je veux faire un hold de 2 minutes, donc il va adapter. Là, j'arrive vite dessus. C'est pour ça que je me suis dépêché. Mais donc, mon hold d'entrée, c'est mon point d'entrée, c'est bien HV401. J'ai créé un hold de 2 minutes. Donc mon avion, là le problème c'est que j'avais pas assez le point, ça va être un peu particulier. Donc, bon là je vais rejoindre du coup HV401 et débuter le hold. C'est un peu bizarre parce que j'avais dépassé mon point de navigation. Mais voilà, pour charger en fait, donc pour créer un hold, donc un hippodrome d'attente, il suffit de sélectionner un point de navigation, alors que ce soit ici dans votre plan de vol ou graphiquement sur la carte. Hein. Vous pouvez également faire un waypoint ici, info, voilà, go to, je peux dire hold aussi ici. Donc ça j'ai le cap d'entrée pour mon hold. Donc là, j'ai un course à 20 degrés. Et je peux donc générer aussi le hold ici. Donc soit je le génère directement dans mon plan de vol en sélectionnant le point de départ de l'hippodrome d'attente et je le paramètre. Soit derrière, je peux le faire directement sur la carte. Voilà pour les holds. Donc voilà pour le hold. Sur la partie navigation, enfin plan de vol, ça nous a permis donc de voir les safe taxis, donc les cartes, les diagrammes au moment du roulage. Ça nous a permis de voir un petit peu comment... charger un plan de vol, créer un plan de vol, le modifier graphiquement, avoir nos cartes d'approche. On a parlé des routements. Maintenant qu'on parle des routements, une autre fonctionnalité dont on n'a pas parlé, c'est Smart Glide. Donc Smart Glide, c'est la possibilité, justement, en cas de panne moteur, de démarrer un système de sécurité. Donc il suffit d'activer en appuyant 3 secondes sur le bouton Direct To du GTN. En fait, ce qui se passe, c'est qu'automatiquement, par rapport à votre altitude, votre meilleur taux de planée, on va vérifier dans le range, donc dans le range de planée. Alors là, d'ailleurs, ça se présente pas bien. S'il y a un terrain que vous pouvez rejoindre par rapport à votre vitesse et votre altitude. Si c'est le cas, on va tout de suite, vous voyez, on enlève beaucoup d'informations qui vous sont inutiles. On vous dit tout de suite, vous êtes à 9 nautiques de Mâcon-Charnay ici. On est à 6600 pieds au-dessus du sol. Garde vraiment les informations essentielles. Ici, si on appuie sur Glide, tout de suite, on va pouvoir faire le squawk du transpondeur. Alors là, il est mal paramétré, mais on a une fenêtre qui nous permet tout de suite, juste en appuyant, de paramétrer, passer le transpondeur sur 7700, donc en mode urgence. La radio, normalement, elle passe automatiquement sur le terrain le plus proche s'il y en a un dans la zone. Sinon, elle passe sur 121.5 automatiquement. Alors, donc là, elle nous a mis une multi. Là, on voit qu'il y avait déjà Mâcon en stand-by. Donc, le multicom de Mâcon en stand-by qu'on peut passer en active. Et éventuellement, j'ai le bouton Alternate Airport qui va permettre de choisir un autre terrain si on a plusieurs dans la zone de planée. Tout ça, si j'ai pas de pilote automatique, ça me dégrossit tout de suite plusieurs choses. Soit je suis en panne moteur, j'ai pas de gestion moteur Garmin, je vois que je suis en panne moteur, pouf, j'appuie 3 secondes sur le go-to. Tout de suite, il me dit il y a un terrain dans le range qui est atteignable, donc vas-y, et il me donne un cap, il me dégrossit un cap automatiquement. Autre solution, et là c'est à moi de piloter, bien entendu. Soit j'ai un pilote automatique Garmin et là il va me prendre tout de suite la vitesse automatique, enfin la meilleure vitesse de taux de planée, donc il va adapter le plan de l'avion, enfin l'assiette de l'avion pour garder cette vitesse, et il va se diriger automatiquement tout seul, donc il arrête le mode nav, il arrête tout, il fait un direct tout le terrain le plus proche, et il va prendre le cap du terrain le plus proche tout de suite. Autre automatisation, si vous avez aussi un système de gestion moteur Garmin, des indications moteurs d'un système Garmin, lui il est capable de détecter en plus la panne moteur tout seul, et au lieu que ce soit vous qui démarriez Smart Glide, il va le démarrer automatique. Là, on va l'arrêter. Donc, j'arrête le glide, mon moteur a redémarré. Youhou. Et là, donc, je vais pouvoir reprendre ma navigation.
Et justement, on vient de le voir à l'écran là, pour le potentiel trafic conflictuel. Hein, oui, ouais, tout à fait. Là, on a vu une alerte de trafic. Ouais. Comment ça se passe? Quel équipement il faut pour... Oui, tout à fait. Alors effectivement, on peut afficher, on pouvait déjà le faire sur le GNS, hein, on peut afficher le trafic. Attention, pour avoir du trafic, il va falloir une source, soit une source active. Hein. On va parler de TAS, de TICAS, qui vont être des récepteurs à part qui permettent d'avoir une réception active de tous les avions autour. Soit avec la DSB aujourd'hui, donc qui est vraiment une nouvelle technologie sur les transpondeurs, qui permet de voir les autres avions équipés de la DSB. Donc ça limite un petit peu ce qu'on voit, hein, mais aujourd'hui, pour les GTN en tout cas, 2 sources différentes, soit des sources actives avec du TAS, du TICAS, et la DSB, parce qu'on peut avoir les deux et combiner tout ça, soit des sources ADSB. Donc on va les retrouver ici directement sur la carte. Là, je suis en mode démo, j'en ai pas forcément. Soit après dans la page trafic dédiée, on va pouvoir zoomer, dézoomer. Donc là, je vois que j'en ai qui sont assez loin, 6 nautiques, il y en a un à 300 pieds en dessous. Donc là, on a à la fois la distance, l'orientation, c'est-à-dire le sens du trafic. Tout à fait. Alors là, il y a des alertes. Alors là, c'est autre chose, hein, vu que mon avion, à mon avis, est un peu bas. Le TOS, alors c'est une option, hein, c'est vraiment les alertes terrain qui s'affichent. Je sais pas combien de pieds on a actuellement. 1500 pieds. Ouais. Donc, il doit y avoir du terrain pas très loin. Ouais, effectivement, on est dans une zone, voilà. En fait, j'avais l'avertisseur de terrain qui me disait attention, parce que je suis en train de descendre, c'est pour ça en train de descendre, c'est pour ça qu'il me dit sink rate, c'est le taux de descente. Et on voit qu'autour, j'ai du relief qui est vraiment pas haut, donc je suis à moins de 1000 pieds au-dessus du relief actuellement, en descente vers Mâcon. Ça, c'est l'alerte terrain où 1000 pieds, c'est la limite. Comment ça se passe? Alors, le jaune, on est entre 100 et 1000 pieds au-dessus du sol. Et le rouge, on est entre 0 et 100 pieds. Le rouge, c'est pas bon du tout. Là, il faut faire quelque chose. Voilà, tout à fait. Alors, je sais pas très, c'est un peu bizarre, je connais pas forcément la région, parce que j'ai passé mon point. C'est là qu'il faut faire attention. Hein. Bon, le système nous avertit qu'il faut faire attention également quand on fait des VNAV. Et parfois, on va prendre un plan de descente. Il faut bien vérifier qu'on n'ait pas du terrain entre l'avion et le point de destination. Oui, il faut vraiment. Le système va être capable de vous dire attention, il y a du terrain. Mais quand vous générez votre plan de descente, il ne va pas forcément vous dire attention, il y a quelque chose entre les deux. Donc, il y a quand même des limites à ces systèmes-là. Alors, justement, pour l'atterrissage campagne, est-ce qu'on a des aides similaires à l'aide à l'atterrissage sur une carte publiée? Non, ça n'existe pas. Alors, ce qui va se passer avec aujourd'hui, hein, ça pourra évoluer dans le futur, ce qui se passe avec Smart Glide, c'est qu'on est capable d'arriver jusqu'à... En fait, on va vous amener à la verticale du terrain et de là, on va vous dire votre avion. C'est-à-dire que le système est capable de vous amener à la verticale. Par contre, après, il va vous dire c'est à vous de poser l'avion. Il dit maneuver and land exactement. D'accord. Mais le pilote est censé être aux commandes, en bonne santé. C'est pas auto-land où le pilote est complètement dans le chou. Là, l'idée, c'est de dégrossir le travail du pilote, quasiment l'automatiser jusqu'à la verticale du terrain. Et on considère qu'une fois qu'on vous a amené à la verticale, de toute façon, on n'a pas le moyen de gérer votre moteur. On n'a pas le moyen de gérer vos volets, vos trains d'atterrissage, etc. Donc, c'est à vous de faire la partie, de manœuvrer, de poser l'avion. On vous a amené à bon port, entre guillemets. Maintenant, à vous de gérer le... c'est vraiment de donner du temps disponible, de cerveau disponible aussi exactement. Au pilote pour pouvoir gérer sa trajectoire, gérer son avion. Quoi. Alors, on avait vu la partie un peu IFR avec le GTN, et la solution plus VFR, plus low cost aussi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on voulait parler, donc on a parlé donc GTN qui est vraiment le remplacement, quand on parle de remplacement du GNS, donc ce fameux combiné GPS comme nav. Aujourd'hui, si on fait de l'IFR assez régulièrement, le GTN, c'est vraiment l'outil pour faire de l'IFR. Une grande carte, les cartes d'approche, des fonctionnalités comme Smart Glide, enfin voilà, qu'on trouve que sur le GTN. Ça va vraiment être les exclusivités, les cartes d'approche que sur le GTN 750, et puis Smart Glide vraiment que sur les GTN, en termes de navigateur GPS. Maintenant, on s'est rendu compte qu'il y avait des utilisateurs qui faisaient de l'IFR occasionnel, de l'IFR de beau temps, ou peut-être qu'ils voulaient aussi un navigateur GPS, mais pour faire du VFR uniquement. C'est vrai que si on fait que du VFR, le GTN, ça peut être un peu too much. C'est quand même un produit qui va coûter, sans l'installation, on est sur un budget entre 15 et 20 000 euros en fonction du produit choisi. Donc c'est quand même un budget assez conséquent. Donc il y a quelques années en arrière, maintenant 2-3 ans, on a fait le choix de lancer une nouvelle gamme, donc la gamme de GPS, de navigateurs qu'on appelle 2 pouces, en fait c'est leur taille d'écran,
qui ont exactement les dimensions des GPS 150 XL, alors, qui traînent un peu dans la version depuis un certain temps. Avant les GNS, on a eu des navigateurs GPS Garmin assez simples, qui avaient exactement ces dimensions. Donc ça permet de les remplacer par quelque chose avec des dimensions équivalentes. Je ne vais pas revenir sur toutes les fonctionnalités. On a juste un écran donc plus petit, mais on va retrouver vraiment quasi toutes les fonctionnalités qu'on aurait dans les GTN, hormis les cartes d'approche, comme je l'ai indiqué. Et aussi, on n'aura pas Smart Glide. Mais sinon, on va retrouver un petit peu voilà, vraiment toutes les mêmes fonctionnalités. On retrouve la page plan de vol ici. On va pouvoir rentrer également. Donc voilà, avec un clavier, alors qui est un peu différent hein, du point de vue format. Quand on a parlé donc GTN, on est vraiment sur les combinés GPS comme nav. Aujourd'hui, on a 3 versions des navigateurs de pouce. Donc c'est la colonne du milieu hein, du tableau que vous voyez. Avec donc le GPS 175. Alors on rentre dans les noms barbares hein, de nouveau. Donc le GPS 175, comme son nom l'indique, c'est un GPS et que un GPS. Donc c'est vraiment la solution simple pour des gens qui voudraient faire de l'IFR occasionnel ou pas. Hein, on peut faire complètement toutes les types d'approches IFR certifiées jusqu'à la LPV, 200 pieds minima, etc. Donc le GPS 175, on a 2 autres versions, 2 autres variantes de ce produit. Donc la GNC 355 qui va inclure une COM, donc c'est un GPS et une COM dans un seul poste. Et le GNX 375 qui lui a un GPS et un transpondeur ADS-B in et out dans un seul poste. Donc les GTN, GPS comme nav, GPS 175, GPS, GNC 355, GPS et com, GNX 375, GPS et transpondeur. Sur votre droite, la dernière colonne, et c'est le dernier produit qu'on voulait montrer un petit peu aujourd'hui, c'est une nouvelle radio Garmin. Donc on a changé un petit peu, on a changé en début d'année hein, on a arrêté la gamme précédente des GTR 225 et GNC 255. On a remplacé par la GTR 205 et la GNC 215. Donc c'est une nouvelle radio avec un format qu'on appelle Slimline. Hein. Donc on revient sur les formats qui avaient les SL30 et SL40 à l'époque. En fait, ce qui permet de faire un combo, donc si on voit un peu, hein, on peut faire un combo GPS 175, GNC 215, qui va nous donner un GPS comme nav, hein, c'est ce qu'on a ici, ce banc-là. Donc avec des dimensions qui sont très proches de celles d'un GNS 430, à un coût inférieur à celui d'un GTN 650. Donc, en termes de prix, pour comparer un GTN 650, ça va dépendre, c'est les prix, il faut faire très attention, mais on est à 14 000 $, hors taxe, bon, on va être autour des 15 000 €. Là, on va être plutôt sur un combo qui va être autour des 12 000 peut-être, plus installation, avec peut-être une installation un peu moins invasive. Enfin bon, l'idée, c'est quoi là? Avec ces nouvelles radios Slimline, plus ces nouveaux navigateurs de pouce, on va pouvoir faire d'autres variantes. Si on ne veut pas faire du GTN, on va pouvoir faire, et on peut aller plus loin, hein, on va pouvoir, si on fait un GNX avec une GNC 215, on va avoir GPS, transpondeur, com et nav avec 2 postes. Donc voilà, ça peut être, voilà, c'est vraiment, et c'est pour ça que d'ailleurs le configurateur, on y revient, ça serait compliqué, parce que aujourd'hui, de dire au même client, pour votre avion, je peux vous mettre un GTN 650 ou un 750. Ah tiens, qu'est-ce que vous pensez d'un GPS 175 et du GNC? Ah, ben finalement, le transpondeur, vous en avez déjà un? Oui, non? Ah, mais quoi? Et si on mettait un GNX 375? En fait, le conseil devient vraiment important parce que des fonctionnalités qui se rejoignent, mais qu'est-ce que vous voulez en termes de budget? Est-ce que vous voulez un grand écran, un petit écran? Est-ce que vous faites vraiment de l'IFR? Très souvent, VFR. Une approche un peu personnalisée aussi Tout à fait. de la modification de l'avionique à bord. Tout à fait. Donc voilà, ces nouveaux navigateurs de pouce, vraiment l'avantage, bon, le coût, dans des navigateurs compacts qui peuvent intégrer un transpondeur ou une com, qui se complètent très bien avec les nouvelles radios. Je ne vais pas m'étendre sur les radios, hein, donc soit la GTR que radio, soit la GNC comme nav. On a un nouvel écran couleur qui se marie très bien justement avec les nouveaux équipements, que ce soit avec les GTN ou les GPS compacts. Là, ici, on voit que c'est une com nav. Hein. On a également un petit CDI intégré qui permet d'avoir les déviations de route sur une nav traditionnelle. L'écran n'est pas tactile. On a gardé le côté bouton. Beaucoup pensent que l'écran est tactile. Il ne l'est pas. Sinon, on est sur des modes assez classiques. Hein. Réglage du volume, du squelch. Il suffit d'appuyer ici pour passer du mode com au mode nav. Ici, si on appuie sur le bouton menu, on a quand même la possibilité de faire quelques réglages, d'afficher des fréquences, d'afficher la tour. D'afficher, comme on l'a vu, le petit CDI pour les déviations de route, etc. Donc voilà, vraiment une évolution plutôt des radios comme nav chez Garmin, qui se marie du coup plutôt très bien avec les nouveaux produits. Donc ça peut se marier très bien avec un GPS de pouce,
Ça peut aussi être une radio secondaire pour un GTN. Enfin voilà, ça offre encore d'autres possibilités en combinant avec les navigateurs GPS. Parfait. C'est pour résumer, en fait, hein, vous adaptez en fonction d'un cahier des charges qui est défini par un propriétaire, par une installation à bord. C'est un petit peu, on en revient un petit peu à la question de base, hein, quelle est la mise. Enfin, j'aime bien remettre à chaque fois qu'on fait un peu une présentation, c'est de dire que ce soit pour dès qu'on considère une rénovation avionique, pourquoi est-ce qu'on l'a fait et quelle est l'utilisation qu'on fait de son avion. C'est là tout ton boulot, quoi. Ouais, c'est là un peu tout mon boulot, ou celui de nos revendeurs, hein, qui est d'aider les clients aussi à dire... L'idée, c'est que normalement, si tout se passe bien, aujourd'hui, un client vient avec son avion dans un atelier agréé Garmin, il devrait avoir ce conseil-là, où le revendeur Garmin va lui dire « Ok, vous avez quel avion ? Là, vous pensiez mettre ça, mais est-ce que vous avez pensé à ça et à ça ?» Et donc, l'idée, c'est de s'asseoir ensemble et de dire qu'est-ce qui est le mieux pour l'utilisateur. Et comme on l'a dit, qu'est-ce qui va rentrer en compte? Bon, l'assertif des équipements, on n'en a pas parlé, hein, mais les GTN vont être certifiés pour plus de 600 modèles d'avions, du tout petit au très très gros. Les GPS 175, ça va être un petit peu plus réduit. On est sur les avions monomoteurs jusqu'à 2,7 tonnes. Donc voilà, on a des aspects certification à prendre en compte. On a l'utilisation, VFR, IFR, et VFR ou même IFR. Est-ce que c'est vraiment IFR avec avions dégivrés ou IFR de beau temps? Enfin voilà. Le budget, le type d'avion, enfin voilà. Plein de paramètres à prendre en le type de mission. Est-ce que est-ce que je vole pour le loisir? Est-ce que c'est grave si finalement je ne fais pas le vol? Ou est-ce qu'il me faut plus d'outils parce que je ne peux pas rater travail aérien. Donc tout ça, c'est les questions. Bah, écoute, j'espère qu'on aura un petit peu éclairci où est-ce qu'on en est avec les GNS. Hein, donc on n'arrête pas, on est toujours là. Néanmoins, on commence à avoir du mal à réparer certaines versions par manque de pièces. Et puis bah, aujourd'hui, donc on a pas mal d'options différentes qui s'offrent à nos clients pour penser à l'avenir et remplacer ces GNS, que ce soit par du GTN ou par d'autres produits. Alors pour conclure, peut-être on vient de parler un peu du boîtier com qui est assez récent. Quelles sont les nouveautés récentes chez Garmin? Les toutes dernières nouveautés, on a pas mal parlé de nos bases de données. Hein. Ça, c'est un petit peu une tendance chez Garmin. On va aller un petit peu plus vers le service, petit à petit. On est aujourd'hui très présent au niveau produit. Il ne manque pas grand-chose dans la gamme de produits. Donc aujourd'hui, on va s'étendre un petit peu sur les services, hein, les bases de données, la préparation de vol. On avait parlé un peu de Garmin Pilot, donc de notre application de préparation de vol. Ça, c'est une première chose, mais on a déjà pas mal parlé. Plus récemment, on a annoncé une configuration complète sur CJ2, donc c'est plutôt sur du gros, hein, citation Jet 2, avec l'arrivée du G500, enfin du G600 TXI, du pilote automatique, plutôt des aspects certification sur CJ2. Et puis, dans le CJ2, on a intégré notre nouveau radar météo, le GWX8000, hein. C'était une annonce assez récente aussi, une des dernières annonces. Donc vraiment, la nouveauté, c'est un upgrade du GWX75, notre radar météo, qui est toujours, niveau performance, on était vraiment sur un radar qui est très très bien, avec une palette de couleurs, à 16 couleurs, etc. La nouveauté, c'est que le 8000, alors quand je dis que c'est une évolution, parce que vous pouvez très bien déjà avoir un 75 et le faire évoluer en 8000, on est vraiment sur une évolution plus software. Et l'idée, c'est d'activer un mode automatique sur le radar météo. On s'est rendu compte qu'en fait, beaucoup d'utilisateurs de radar météo avaient La problématique avec les radars météo, c'est souvent que le pilote ne sait pas forcément bien le régler. Et on ne sait pas s'il est bien réglé. C'est-à-dire que si je le mets un peu trop ou trop bas, au niveau du tilt, le tilt et le gain, il y a deux réglages vraiment, mais le tilt, si on regarde trop, si on regarde pas ce qui se passe en face de l'avion, en fait, on n'a pas l'image de la météo en face de l'avion, on a l'image de ce qui se passe au-dessus ou en dessous, et pas de ce qui se passe en face. Donc ça peut être problématique. Donc l'idée du GWX8000, c'est qu'il est automatisé. Le système on a un système intégré, hein, qui permet de régler le tilt et le gain automatiquement pour le pilote. Et en plus de ça, on intègre dans cette activation la suppression des écosols, la détection des turbulences. Donc c'est un peu un pack qui vient renforcer l'offre autour du radar météo. C'est un peu les dernières nouveautés. On en aura plus, on en a toujours, on en aura plus. Oui, régulièrement. Je pense qu'on aura un peu des nouveautés sur la fin de l'année. Donc c'est des belles annonces, je pense, à venir en fin d'année, en début d'année prochaine. Un scoop là, peut-être. Non, pas tout de suite. Mais on en reparlera. Ce sera l'occasion de faire d'autres émissions. Bon, on se reverra donc avec plaisir. Et de se revoir assez rapidement pour parler de nouveautés. Merci Romain d'être venu nous voir. Merci Fabrice, avec grand plaisir avec toi. Et alors, comment te contacter, cher effectivement. Romain alors l'idéal, vous pouvez me contacter par mail, hein, c'est le plus pratique. Mon adresse mail romain.spadini, donc Sierra Papa Alpha Delta India Novembre Yankee @garmin.com. Merci encore Romain.
Merci Fabrice, avec grand plaisir. Merci John Seat. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Avec grand plaisir.